Oye, oye, bonsoir à tous. Merci de regarder le Grand Talk en compagnie ce soir de Madame Edith Broubleu. Bonsoir Madame. Bonsoir, Comment allez-vous? Très bien. Dans votre week-end? Super. Super. Élisée Broubleu, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et Bien vous-même? le week-end aussi? Oui, un bon week-end, tranquille. Hein. Ça va, je sais, Famille, Daouda. église. Oui. Ah, vous voulez me dire quelque chose sur le week-end? Non, je dis famille et église. comme Famille et d'hab. église, c'est bien noté. Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien chez toi? Ça va très bien. Ok, super. Bon les amis, on va tout de suite aborder toutes nos excuses pour le retard avec lequel on démarre ce rendez-vous. La formule consacrée, c'est un retard indépendant de notre volonté. Et nous allons à présent donc aborder le premier point, celui-là concernant donc la fête de la Renaissance. Élisée, le week-end dernier, eh bien, le PPACI, on l'a reçu le vendredi, eh bien, annonçait donc la fête de la Renaissance. Que retenir donc de cette célébration? Déjà, on va évoquer la question, vous savez, hein, dans mon modus operandi, on évoque déjà la forme, mobilisation, les acteurs. Comment vous les avez trouvés? Appréciation? Bon, de mon point de vue, je pense que... Le ça, PPACI a-t-il réussi le pari, par exemple, de la mobilisation? Oui, bon, réussir le pari de la mobilisation, pour moi, c'était plus ou moins une évidence. Parce que quand même, il faut savoir qui est en tête du PPACI, c'est quand même le président Laurent Gbagbo. Et ils sont à Yopougon. Quoi qu'il ait été longtemps loin du pays, je pense quand même qu'il continue de mobiliser le maximum de citoyens. Donc, ce n'était pas une surprise pour moi en tant que tel de voir une telle mobilisation. C'est vrai que le parti n'avait pas encore fait une grande manifestation publique, surtout à Abidjan et à Yopougon, qui est considéré comme étant un bastion de l'ex-FPI, maintenant avec un peu plus de ramifications au sein du PPACI. Donc, faites court, donc un bastion du président Laurent Gbagbo. Un bastion du président Laurent Gbagbo. Donc, en termes de mobilisation, ce n'était pas vraiment une surprise en tant que telle. On s'attendait plus ou moins à avoir du monde, et surtout que des fédérations sont venues de l'intérieur du pays. Donc, c'était évident qu'on ait quand même du monde à cette rencontre. Ça a été une très belle fête, moi, je pense. Hein. En tout cas, en termes d'ambiance, en termes d'animation, ce qu'on a l'habitude de voir. On a vu des danses, on a vu beaucoup d'animations. Très bien, Élisée. Je vous prends la parole parce que je posais la question à Madame Bleu, par exemple. Concernant le président Laurent Gbagbo, vous avez retrouvé un président Laurent Gbagbo. Daouda va faire un autre point concernant la forme. Vous retrouvez un président Laurent Gbagbo tout feu, tout flamme? Tout feu, tout flamme, oui. On est habitué à ce qu'il, à certains moments de ses interventions, peut-être qu'il digresse un peu de temps en temps, mais c'est quand même le président Laurent Gbagbo et qui a pu communier donc avec tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ces sympathisants qui ont fait le déplacement, et surtout communier aussi avec la jeunesse. Donc au Palais de la Culture, on a pu voir un format auquel on n'avait pas l'habitude de le voir, donc avec ces jeunes avec qui il a pu échanger et répondre à leurs questions. Et c'était assez intéressant. À ses côtés, il y avait les membres du PPACI, il y avait Madame Nadi Bamba, mon cher Daouda. En fait, c'est tous les cadres dirigeants du PPACI qui étaient autour de lui. Et je pense qu'on les a tous vus assis, surtout au niveau de la place Figayo. Après, ils étaient au Palais de la Culture, la 4000 places. Ils étaient là pour le soutenir, pour l'accompagner dans ce processus-là de rencontre avec les jeunes. Une promesse qu'il avait faite dans son temps à Adzopé, où il avait dit qu'il allait rencontrer les jeunes. Je pense qu'il les a rencontrés. Après, tout dépend de ce qu'ils se sont dit finalement. Très bien, on va en parler. Élisée, vu qu'on a commencé par vous, je termine le point de la forme avec vous. Détails, d'autres que vous souhaitiez relever? Détails, je dirais que, bon, ce qu'on a l'habitude de voir de Laurent Gbagbo, hein, qui aime vraiment les bains de foule, qui aime quand il y a du monde, on sent que c'est quelque chose, c'est un peu comme une adrénaline pour lui. Quand il voit du monde, il se lâche souvent dans des propos, il va vraiment un peu... Je ne dirais pas dans tous les sens, mais vraiment, il se lâche. Et ça a été le président Laurent Gbagbo était-il heureux de retrouver, selon vous, cette jeunesse, cette ferveur Oui, c'était l'occasion aussi pour lui de célébrer son acquittement donc, dans cette ferveur populaire et qui est une sorte pas de copie, mais en tout cas de rappel de la fête du 18 février qui se faisait avant, lorsque c'était le format FPI. Donc, fête de la liberté, ouais. La fête de la liberté. Donc c'était vraiment l'occasion pour lui de communier et à Yopougon, dans le fief donc du parti, et également auprès de la jeunesse. Et on l'a retrouvé dans un format auquel il est habitué, en fait. Il harangue toujours autant les foules, Élisée Broubleu? Bon, moi, je ne dirais pas ça. Hein. Ben, moi, je dirais, harangue autant de foule, il aurait pu faire mieux. Mieux, en ce sens que, je m'explique, hein, pas que ce qui a été fait n'était pas bon, mais je me dis qu'aujourd'hui, avec... Non, je veux dire qu'aujourd'hui, avec le fait que sans qu'on se voile la face, le parti ait quand même subi quelques divisions, avec des départs de certains cadres qui sont allés fonder d'autres partis, bien évidemment, si ceux-là étaient là, on aurait certainement eu beaucoup plus que ce qu'on a vu. Donc, en termes
de foule, il y avait des foules, mais probablement pas au nombre de ce qu'on aurait peut-être souhaité avoir, ou bien qu'on aurait pu voir si tout cela était là. Maintenant, je pense qu'il faut que peut-être on aille peut-être sur le fond. Dans la forme, on a un peu fait le tour. On va revenir sur le fond, on a fait le tour. Donc, je n'étais pas d'accord avec le fait que toujours sur la forme... Non, moi, je dirais que le Laurent Gbagbo qui nous a été vendu pendant des années, finalement, si on doit tomber dans le triomphalisme parce qu'il y a eu quelques mondes à Figayo, je dis, n'importe quel micro-parti aujourd'hui peut remplir le Figayo. N'importe quel micro-parti peut remplir la 4000 places du palais de la culture, quoi. Parce qu'on a vu Laurent Gbagbo remplir, qu'on appelle ça, la place de la République, pratiquement le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, Figayo, je veux dire, il ne faut pas en faire un truc waouh, quoi. Non, mais il a mobilisé, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas qu'il n'a pas mobilisé, j'ai dit, pour ce qu'on a vu l'homme faire en son temps, la place de la République, le stade Félix Houphouët-Boigny, place Figayo, il ne faut pas tomber dans le triomphalisme aussi. En même temps, il change de parti. Un an après, totalement différent. Non, ça, je le comprends et je le concède. Non, je ne suis pas d'accord. La mobilisation, elle était là, elle était présente. En plus, il y a eu 2 événements, et le vendredi 30 et le samedi 31. Et la mobilisation, elle a été de même pendant ces 2 événements. Donc, je ne suis pas d'accord quand on parlait de mobilisation étiolée. Non, pas du tout. Il a mobilisé. Je n'ai pas dit qu'il s'est étiolé. Bon. C'est parce qu'il a dit. Et le Laurent Gbagbo qu'on nous a vendu, c'était quoi le Laurent Gbagbo? Non, c'est le Laurent Gbagbo, l'enfant du pays, le fils du... Mais c'est l'enfant du pays. Mais quand vous voyez ces images-là, vous ne pouvez pas déduire ça. C'est l'enfant du pays, non, il est aimé, il est apprécié. Mon postulat, il est simple. Oui. Pour ce que j'ai vu, place de la République, stade Félix Houphouët-Boigny, franchement, comparé à la place Figayo, il y a un hiatus, il y a un fossé. Mais c'était pas tout ça. ça. Je vais vous mettre d'accord. Un troisième avis sur la question. Oui, ben, je comprends ce que Daoud a dit, mais en même temps aussi, il faut comprendre que le contexte n'est pas le même. Oui. Ça aussi, c'est important de le noter. Quand on compare la place de la République, quand on compare le stade Félix Houphouët-Boigny, la place de la République, déjà, on était dans la question d'une mobilisation par rapport à... pas tous des partisans de Laurent Gbagbo, voilà, parce qu'on était dans une situation où on faisait face à une rébellion et ils ont mobilisé la population pour pouvoir se braquer contre ce qu'on considérait comme un braquage, je dirais, de la Constitution. Donc ça, ils se sont plus ou moins mobilisés par rapport à ça. Deuxièmement, les élections en 2010, avec le stade Félix Houphouët-Boigny, on était dans la majorité présidentielle, dirigée certes par Laurent Gbagbo, mais qui était soutenue par plusieurs autres partis qui s'étaient retrouvés auprès de Laurent Gbagbo et qui avaient fait chorus autour de Laurent Gbagbo. Donc ça peut s'expliquer. On ne perd pas de vue qu'aujourd'hui, on a un Laurent Gbagbo qui n'a plus avec lui, excusez-moi du terme, mais Simone Olivier Gbagbo, qui est désormais dans un autre parti, qui n'a plus avec lui Charles Blé Goudé, le mobilisateur, qui a aussi son COJEP et qui fait avancer son COJEP, qui n'a plus avec lui Afin Guessan, son président de parti, qui aujourd'hui fait sa route avec un autre parti, dont le contexte n'est pas forcément le même. Mais je reste pertinemment convaincu, et ça je le répète encore, que c'était pas quelque chose de phénoménal de voir aussi le Figayo plein de monde pour Laurent Gbagbo. Ce n'est pas quelque chose pour moi vraiment de phénoménal. Mais en même temps aussi, ce n'est pas les mêmes contextes. Ça aussi, c'est important de le dire. Vous connaissez l'expression qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Ça peut nous mettre d'accord. Hein. Vous êtes d'accord? Ça, c'est pas faux. Allez, c'est parti, les amis. On va évoquer les questions de fond. Hein. Le président Laurent Gbagbo s'est exprimé sur la question de la crise post-électorale. Élisée Boloubeu. Oui, il s'est exprimé sur la question de la crise post-électorale. Bon, je peux comprendre quelques explications, quelques propos, mais moi je pense un peu... Qu'a-t-il dit? Par exemple, que lui, il est parti, il est revenu de la haie, donc il est important qu'on puisse aujourd'hui savoir qui est le coupable, qui sont les coupables en fait. Ouais. Et tout ça, parce que lui, la justice internationale l'a acquitté. C'est un droit absolu de sa part de vouloir le savoir. Moi, j'ai vraiment aucun souci avec. Mais en même temps, je ne veux pas que ce soit en fait... si tu veux, comme un élément de revendication politique. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est important, nous tous on le sait. Et moi, je suis de ceux qui pensent honnêtement que la réconciliation doit rimer avec la justice, avec la vérité. Vraiment qu'on sache en réalité ce qui s'est passé dans ce pays, qui en sont les auteurs, qui sont véritablement ceux qui sont à la base. Quoique moi, je reste pertinemment convaincu, et ça, personne ne peut l'enlever, que nos leaders politiques, des partis les plus significatifs, autant qu'ils sont, pour moi, sont responsables de la situation qu'on a vécue. Ne sont pas, je ne dis pas coupables, mais je dis responsables de la situation. Parce que j'estime pour ma part qu'on aurait pu la gérer d'une autre manière ou bien qu'on aurait pu éviter aux Ivoiriens cette situation. Dès l'instant que c'est pour eux qu'on en est arrivé là, pour moi, ils sont responsables. Maintenant, qu'est-ce que la justice dit par rapport à qui est coupable, qui n'est pas coupable? Ça, c'est vraiment du volet de la justice. Sur cette question, c'est son droit le plus absolu de le revendiquer. Mais là où vraiment moi j'attendais Laurent Gbagbo pour être honnête, c'est sur la question des jeunes. C'est vraiment sur la question des jeunes. Et sur cet aspect-là, je n'ai pas vraiment eu un discours, pour moi,
qui pourrait être un discours qui pourrait créer un déclic. On va revenir, Élysée, avec votre permission, on va revenir sur la question des jeunes. Pas de souci. Sur la question post-électorale, vous partagez l'avis d'Élysée? Oui, je partage son avis parce qu'on parle de fait de la Renaissance, mais on ne peut pas renaître quand on a malheureusement des blancs, donc des questions auxquelles on n'a pas de réponse finalement. Et donc le fait pour Laurent Gbagbo d'appeler à ce que les coupables, en tout cas des violences, puissent être identifiés et finalement être jugés, je pense que ça va permettre également de faire avancer aussi cette réconciliation nationale. Parce que pour l'instant, on n'a pas de réponse. Il a été acquitté, Charles Blé Goudé a été acquitté, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui sont les coupables finalement de la crise? Très bien. OK. Et Daouda? Bon, moi, sur cette question de crise post-électorale, je veux dire, beaucoup d'années sont passées, de l'eau a coulé sur le pont, et je pense qu'il y a eu plusieurs dialogues politiques où eux-mêmes sont allés s'asseoir ensemble pour discuter, pour aller de l'avant. Je veux dire, 10 ans, 13 ans, 14 ans après, revenir sur les mêmes histoires encore, finalement, on risque de ne pas s'en sortir parce qu'on va tourner dans un verre d'eau. Finalement, la justice, même au bout de 50 je comprends, Madame Brou, je comprends ce que vous dites et je partage votre avis. Mais je pars du principe qu'aujourd'hui, pour cette réconciliation que nous tous nous sommes en train de chercher, les mêmes politiques vont s'asseoir dans le dialogue politique pour discuter, pour dire, bon, OK, ça s'est passé, amnistier les gens, gracier les gens, faites ici. Ils ont fait des consensus autour de certaines problématiques. Finalement, si vous êtes tombés d'accord ensemble, passer à autre chose. Pour moi, Gbagbo, quand il s'arrête sur ce point-là, je veux dire, il ne veut pas avancer. Mais Daouda, pardon, Madame Bleu, mais Daouda, sur ce même plateau, peut-être c'est un autre, mais sur ce même plateau, vous avez parlé également du fait que la justice ne fasse pas de l'impunité un cheval de bataille. C'est le premier point. Vous avez même, la VAR même nous rappelle. Oui, la VAR, mais justement, la vidéo, Daouda. Mais bien sûr, mais parce que justement, et quand je l'ai dit, si vous vous rappelez ce que vous m'avez dit, donc qui ne fait pas son travail. Je veux dire aujourd'hui, justement parce que ce que vous avez dit ce jour-là, moi je l'ai entendu, j'entends votre point et je l'accepte. Et quand je m'assois, il me dit finalement ce que Mme Brou a dit. Les gens sont assis, ils ont discuté, ils sont tombés d'accord. Ensemble, allons de l'avant. Il ne faut pas s'appesantir sur 2000. Non, il ne faut pas s'appesantir. Sans que le travail de la justice ne soit fait. Ce qui est normal. Oui. Mais je veux dire, dès l'instant que dans le dialogue politique, tous les partis politiques, du plus petit au plus grand, ils se sont assis ensemble pour dire avançons. Alors, justement, Daouda, vous, Daouda, vous avez perdu 8 années de votre vie. Et vous n'avez aucune réponse. Vous n'avez aucune réponse quand vous rentrez, parce qu'on vous avait accusé de quelque chose. Quand vous rentrez, vous avez quand même le droit de dire, bon, si vous m'avez envoyé là-bas et que ce n'est pas moi, mais qui c'est? J'ai au moins le droit de ça, c'est ce droit le plus absolu. Très bien. Voilà. Bon, allez, on va parler d'autre chose, sinon on va rester longtemps à débattre ce point. On a les moyens et les arguments. Mais on va parler justement des jeunes. Et Élysée Boulougbo, sur la question, vous avez un point. Oui, moi je suis en train de dire que sur la question du discours à l'endroit des jeunes, moi j'étais vraiment très très attentif. Pour moi c'est un point qui est important. Pour ceux qui me connaissent, sur ce plateau, la plupart du temps, tous mes propos vont vraiment dans le sens un peu de galvaniser les jeunes, de motiver les jeunes. En tout cas, vont dans le sens de tout ce qui peut permettre à nos jeunes de pouvoir s'épanouir. Et sur cette question-là, j'étais vraiment attentif sur les propositions éventuelles que le président Laurent Gbagbo ferait ou bien que le PPACI ferait. Je note juste au thème des échanges qui ont eu lieu le samedi que je n'ai pas eu de proposition concrète. C'est vrai avec une impression de symphonie inachevée? La montagne a couché d'une souris? Non, ce n'est pas une symphonie inachevée. Mais pour moi, j'estime que si ça devait prendre la forme que ça a pris, la configuration que ça a pris, pour moi, c'était pas forcément utile. Alors pour nos téléspectateurs, M. Laurent Gbagbo, il a évoqué la question, il a parlé de question de jeunes, il a évoqué d'abord la question des jeunes. Il a demandé à ce qu'il y ait une banque de l'emploi. C'est les propositions. Je viens. Après, il dit qu'il faut associer les jeunes dans une commission et autres. Mais le vrai problème, comme Élysée le disait, je suis parfaitement d'accord avec lui. Attention, vous l'avez bloqué comme ça, attention. Élysée. Non, il finit. Tout le monde vous a bloqué. Il finit, il n'y a pas de souci. Ah, il est bloqué? Non, il finit. D'accord, ok. On attendait en fait Laurent Gbagbo, comme il a dit, sur des solutions concrètes, mais finalement, en tant qu'ex-chef d'État, franchement, pour moi, il n'est pas allé au-delà de son ressenti. Rester bloqué encore en 2010. Parce qu'aujourd'hui, il fallait poser des propositions concrètes pour les jeunes. Quand Maître Abiba vient et qu'elle fait pratiquement 5-6 propositions, mais toutes ces propositions qu'elle fait, c'est déjà mis en marche, c'est déjà en œuvre, mis en œuvre par le gouvernement. Notamment le guichet unique pour, comment on appelle ça? Pour l'emploi. Après, il y a, comment on appelle ça? Ça ne les empêche pas de faire des propositions. Je termine, Madame Bleu. Vous terminez, Daouda. Dernièrement, à Botro et à Diabo, il y a même une école agricole qui vient d'être, dont la première pierre a été posée, pour dire que le gouvernement a déjà
mis ça en œuvre. Donc finalement, quand tu veux faire la proposition, oui, on peut faire la proposition, mais en tant que parti d'opposition, il faut que ta proposition ait une plus-value. Quelle a été la plus-value des propositions qui ont été faites par le PPACI? Finalement, je me rends compte qu'ils sont venus, ils ont juste parlé, bon, on les a vus, oui, c'était bien. Moi, pour en rajouter sur le format, j'ai trouvé le format très bien. Déjà, le fait qu'il puisse s'adresser aux jeunes, avoir un certain échantillon de jeunes qui pouvaient lui poser des questions et auxquelles il devait répondre. Maintenant, dans le fond, certainement, il y a eu beaucoup de... Pas qu'il a botté en touche, mais je trouvais que les réponses n'étaient pas forcément convaincantes. Bon, heureusement, au départ, on a eu le chapelet de propositions faites par Maître Abiba Touré concernant le plan d'action du PPACI. Mais derrière, les réponses n'étaient pas... en tout cas, c'était pas ça n'atteignait pas mes attentes, en fait, finalement. Et ce que je retiens aussi, c'est que finalement... Il a en face de lui des jeunes qui avaient peut-être entre 9 et 10 ans en 2010 ou 2011. Mais c'est ces jeunes-là, en fait, qu'il faut convaincre maintenant. C'est cette nouvelle jeunesse, ces nouveaux majeurs qui vont voter et qui, peut-être la plupart, ont connu que la crise, en tout cas les quelques mois de crise post-électorale. Donc, comment les convaincre? Je n'ai pas vraiment été satisfaite des différentes réponses. Quand je prends surtout la question d'aujourd'hui, donc d'un jeune qui lui avait posé la question aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires, quelles sont les solutions que vous proposez aux problèmes des jeunes? Et sa réponse, tout de suite, bon, c'est rien. Il dit rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu n'es pas au pouvoir, tu n'as pas les moyens. Nous allons nous débrouiller, proposer de petites solutions pour le moment. Et demain, quand nous serons au pouvoir, nous aurons les moyens de tout régler. Demain se prépare aujourd'hui. Bon, ça résume plus ou moins. Voilà. Non, ce que tu as dit, Non, on est d'accord. C'est ça, en fait. Et ça me fait penser à l'intervention rapide qu'il avait eue pendant son interview, la réponse qu'il avait donnée pendant l'interview avec Denise Epoté, où elle avait demandé, lorsque les jeunes veulent prendre la place, veulent vous remplacer, ils veulent prendre la place au pouvoir, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et il lui a dit, c'est à eux de se battre, en fait. Voilà. Parce que moi, parler de génération nouvelle, il y a eu la question par l'immigration. De l'immigration. Mais c'est justement ça, parce qu'il prend le problème de l'immigration pour faire comme si le problème de l'immigration, c'était un problème qui est inhérent à la Côte d'Ivoire. Mais tous les pays de l'Afrique aujourd'hui ils font face à l'immigration. Mais je pense très bien que même lui-même, quand il était encore là aux affaires, il y a eu près de 3000 personnes qui sont parties après en 2009. À propos de l'immigration, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand j'étais au pouvoir... Il dit en autre temps, les jeunes ne partaient pas, qu'on appelle ça, ils ne partaient pas dans d'autres pays. Et il va plus loin avec même ses lieutenants pour dire que la Côte d'Ivoire est le deuxième demandeur d'asile en France. Mais dans les faits, c'est faux. Je pense que les lieutenants de Laurent Gbagbo l'ont induit en erreur. Parce que le premier pays, c'est l'Afghanistan. Après, le Bangladesh, la Turquie. C'est une question de fact-checking. Les gars, n'induisez pas le vieux en erreur. Ce n'est pas intéressant. Alors, je crois qu'on sera obligé de partir au JT. On aura peut-être au retour de JT le temps de terminer le débat. Mais sinon, en tout cas, petit décryptage. On aurait souhaité avoir plus de temps de cette fête de la liberté. De la Renaissance. De la Renaissance, attention. Mais qui était véritablement pour moi la célébration, le culte de la personnalité dans toute sa Daouda, non, pas Daouda, du tout, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, vous l'avez remarqué, un peu plus illuminé, avec Élisée Boloubeu, Daouda Sa Majesté, Madame Élise Bourbleu. Et nous a rejoint sur le plateau, donc pour notre instant invité, Monsieur Tom Roger, vous êtes directeur de cabinet du secrétaire exécutif du RHDP, je connais bien. Bonsoir, merci d'être avec nous, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, on va tout de suite commencer par l'actualité. Ça a été un week-end mouvementé du côté de certains partis politiques, le PDCI, le PPACI. Il y a eu le congrès, il y a la fête de la Renaissance dont on parlait. Votre regard sur ces célébrations, vous avez été invité, donc en tout cas votre parti a été invité à ces célébrations. Mais déjà, merci de l'invitation. Et puis je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tout le monde, parce qu'il y a à la fois le Ramadan pour certains et la semaine 7 pour d'autres. Donc, bonne célébration. Merci beaucoup. Et bon recueillement. Merci. À tout le monde. Oui, c'est déjà l'expression de la démocratie des partis d'opposition, en tout cas qui ne sont pas dans le giron du parti au pouvoir, font des manifestations, peuvent discuter librement. C'est notre pays démocratique. Donc après, chacun a ses opinions, chacun a ses idées. Voilà, ça reste ça, mais c'est vraiment la démocratie. Vos rapports aujourd'hui avec le PDCI, avec le PPACI, quels sont vos rapports? Nous avons des rapports cordiaux de parti politique à parti politique. Donc nous pouvons nous rencontrer pour échanger de certains sujets. Mais à part ça, il n'y a pas de désaccord.
Alors, pendant la fête de la Renaissance, le président Laurent Gbagbo a appelé, on a eu à échanger là-dessus à un moment donné sur le plateau, il a appelé à la recherche donc, des coupables des violences post-électorales. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était le moment opportun pour en parler? Bon, moment opportun, non, puisque ce sont des histoires de 2011. C'est vrai des moments tristes de notre nation. On peut dire notre nation de 1960 à maintenant, ça va être 63 ans. Je crois que ces pages que nous avons vécues de novembre 2010 à avril 2011 sont les pages les plus sombres. Je pense, en ce qui me concerne, que le président Gbagbo, avec son équipe, sont réellement coupables de ce qui s'est passé. Après, la justice ivoirienne s'est prononcée. La justice internationale s'est prononcée sur chacun type d'accusation. Bon, voilà, donc ouvrir cette plaie, on peut la réouvrir, mais je ne pense pas que ça lui fera honneur, à mon sens. Pourquoi vous dites ça, monsieur le ministre? Je le dis parce que je crois qu'en fait, on a dénié la démocratie, on a voulu refuser une victoire à un camp qui avait gagné largement, 54% contre 46%. C'était une victoire claire et, comme on dit, sans embâche. Donc après, remettre ça en cause, créer des violences, faire en sorte qu'il y ait plus de 3 000 morts dans notre pays et revenir 12 ans après pour en reparler alors qu'on repart en vie librement, en évitant de penser à ces moments sombres et tristes de notre histoire, je ne pense pas que ce soit son honneur. Mais est-ce qu'il n'est pas légitime aujourd'hui pour M. Laurent Gbagbo de dire qu'il faut qu'on trouve des coupables puisqu'il a été acquitté après avoir été emprisonné pendant des années? Mais acquitté de quoi? Il était acquitté de crimes contre l'humanité. Comment on appelle ça, l'attaque du marché Sakakone, d'Abobo, la mort des femmes, des 7 femmes d'Abobo et autres. Donc finalement, si ce n'est pas Laurent Gbagbo qui les a tués, qui a tué ces 7 femmes et qui a perpétré ces attaques au marché Sakakone? Pour être franc, à être clair, je ne pense pas que ce soit dans le cadre du politique de se mettre sur le terrain judiciaire. Il y a une séparation de pouvoir, il y a un pouvoir judiciaire et un pouvoir politique. Donc la justice fait ou a fait son travail. Il y a eu des procès, il y a eu des condamnations. Le président Gbagbo a été jugé à La Haye, il n'a pas été jugé en Côte d'Ivoire, en tout cas sur ses chefs d'accusation. Bon, étant donné que, de ce que je comprends, je ne suis pas un pro du légal, donc je ne vais pas dire de bêtises, il ne peut pas être jugé sur les mêmes faits en Côte d'Ivoire. Bon, mais il y a quand même des coupables, il y a quand même des gens qui sont prisonniers aujourd'hui. La justice ivoirienne a travaillé librement, donc il faut lui faire confiance. Si maintenant, après, il faut que nous revenions en discuter aujourd'hui, on peut le faire, mais on pense que les enjeux sont importants. Je pense que ce qu'on doit faire aujourd'hui principalement, c'est le devoir de mémoire par rapport à ces victimes. Ces 3 000 morts qui auraient pu être évitées si jamais le respect des règles du jeu avait été respecté, avait été établi, mais ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, on peut en reparler si vous voulez, mais je pense qu'on a d'autres enjeux dans notre pays. Et que c'est dernier avis sur une dernière réaction donc, sur les propos du président Laurent Gbagbo sur la question par exemple de l'immigration. Il a dit, je cite, à notre temps, les jeunes ne partaient pas en mer pour mourir. Vous vous sentez concerné par ces propos? Me sentir concerné, non. Mais en fait, quand il dit c'est à notre temps, je pense qu'il y a ce qu'il faut voir, c'est que l'immigration clandestine est devenue importante parce qu'il y a eu des morts en mer. Mais elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Et il y a eu un moment donné, avec les crises dans les pays du Maghreb, notamment en Libye, où les passages ont été libérés, où il y a eu des passages, c'était mieux organisé. C'est ce qui a fait que quelques bateaux qui sont tombés en mer et qui ont fait que c'est venu, mais ça elle a toujours existé. Et donc je suis persuadé que, connaissant, enfin, moi je peux dire, j'ai connu des Ivoiriens qui sont partis à l'aventure il y a des années, donc je pense que ça existait. Pour dire que ça existait il y a quelques années, il y avait 10 personnes qui mouraient en mer, aujourd'hui il y en a 100. À qui la faute? La faute, c'est déjà... Qui voulez-vous accuser? En tout cas, lui, en son temps, quand il était à la gouvernance, il n'y avait pas ce problème. Oui, mais bon, je pense que si on s'arrête qu'à ça, c'est une vision partielle. Je pense que si on prend la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, et si on prend la Côte d'Ivoire de 2011 à 2023, je pense que le jeu, il est clair. Donc, n'allons pas dans ces comparaisons-là. Nous ne prenons pas un problème spécifique pour généraliser. On est sûr que c'est vraiment un drame de voir des jeunes Ivoiriens partir, et à savoir qu'il y a des fois... Ce n'est pas forcément des Ivoiriens, mais ne nous attendons pas là-dessus. Parce qu'il y a d'autres sujets très importants, qu'on parle de sécurité, d'emploi, de croissance économique. Le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, d'école des jeunes surtout, parce que l'école ne fonctionnait pas en 2000 et 2010, l'école fonctionne aujourd'hui. Donc il y a tout ça à penser. Parce que, excusez-moi, quand on parle de chômage des jeunes, c'est facile d'accuser aujourd'hui le gouvernement, c'est hyper facile. Ce qu'il faut dire, avant qu'un jeune puisse trouver du travail, il faut qu'il soit formé. Quand
des gens qui se sont considérés comme des personnes qui étaient à l'université, des hommes politiques du PPACI, FPI de l'époque, voire d'aujourd'hui, n'ont pas pu faire de réforme scolaire pendant 10 ans. Vous ne pouvez pas accuser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pendant 10 ans, on n'a pas formé comme il fallait. Donc quand nous, on prend le pouvoir en 2011, quand il faut maintenant créer de l'emploi des jeunes, on le prend avec le niveau de formation qu'ils ont. Donc le temps maintenant de changer ces politiques-là, on prend un enfant en 6e, le temps qu'il arrive, qu'il sort de l'université, ça met 10 ans. Donc on a eu un matelas, excusez-moi de parler du thème matelas, de jeunes non formés, non aptes au marché de l'emploi, qui sont retrouvés sur le marché du travail. Dans ce cas-là, c'est difficile. Voilà. Donc je ne veux pas dire forcément que nous avons tout bien fait. Je pense qu'on a fait beaucoup, énormément, mais il ne faut pas oublier sa responsabilité. Donc venir accuser maintenant les pauvres qui vont mourir en mer en essayant de chercher le bonheur, il ne faut pas oublier aussi tout ce qu'on a généré comme dégâts, comme crise pendant ces 10 ans de gouvernance-là. Bon, on va peut-être terminer par ça. Moi, je voudrais votre avis personnel sur une situation. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que sur le régime Ouattara, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus démocratique que les régimes précédents, notamment ceux du président Bédié et du président Ouattara et du président Gbagbo? Et si vous pensez que si la réponse est par l'affirmative, donnez-nous des indicateurs qui vous permettent de le dire. D'accord. Donc ma réponse est d'abord oui. Mais je pense ne serait-ce que ce week-end. Ce week-end, vous avez parlé donc du PPACI, du PDCI qui ont fait des manifestations librement, entourés par les forces de l'ordre, sans être dérangés. Quand on prend le président Bédié, de 1993 à 2000, j'aurais bien aimé voir le RDR pouvoir manifester librement sans être dérangé. Voilà un exemple. Quand on prend le président Gbagbo, donc le FPI original au pouvoir, de 2000 à 2010, je ne veux pas rouvrir ce débat-là maintenant, parce que si je fais des remarques, on va en discuter. Donc, c'est ça le commentaire. Donc, voilà. Donc, c'est clair. Maintenant, après, on prend les élections, comparant les diverses élections, comparant les élections de 2021, législatives, elles ont été ouvertes, inclusives, tout le monde a pu participer. Et voilà. Si même je reviens, je ne vais pas encore ouvrir une plaie béante, mais on va sur 2020, tous ceux qui voulaient participer pouvaient participer. Il y en a qui ont refusé de participer. Ce n'est pas nous qui leur avons dit de ne participer pas. Ils avaient été acceptés par le Conseil constitutionnel. Ils auraient pu venir se présenter le candidat, ils ne l'ont pas fait. Donc là, c'est comme ça, on n'accepte pas le président Ouattara. Donc je pense que les conditions aujourd'hui, avec toutes les juridictions, et puis la CEI, et tout est inclusif, et tout le monde peut être candidat, s'il respecte les règles, bien évidemment, et puis faire la démocratie. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, sans discuter, sans vraiment, avec des preuves concrètes, je peux dire que notre pays est beaucoup plus démocratique aujourd'hui. On peut répondre à la question d'Élysée Boulouza. Très bien. On a parlé d'autres partis politiques. Moi, j'aimerais juste revenir au RHGP. Je pense que vous êtes... Je vais recadrer, justement. D'accord. Voilà, on a fini de parler des autres partis. On va justement évoquer la question du RHDP. Ah, d'accord. Voilà, maintenant, je vais vous donner la parole pour que vous Merci posiez votre beaucoup. En fait, j'aimerais parler du parti, du RHGP, dont vous êtes le directeur de cabinet du président du directoire du RHGP. Secrétaire exécutif. Directeur exécutif. Voilà, le secrétaire exécutif du RHGP, M. Bakongo. Aujourd'hui, vous avez lancé une opération d'identification de vos militants. Oui. Où en êtes-vous et quel bilan faites-vous de cette identification? On a lancé l'opération. Ce qu'il faut voir, c'est que l'opération est progressive. Donc on a décidé que tous nos militants doivent être enregistrés dans un système informatique et puis avec toutes les informations relatives à ces militants-là. Donc aux dernières informations, on doit faire le point à la fin du mois de mars. Donc on n'a pas encore finalisé, mais on va le faire bientôt, puisqu'on a le premier jour de travail du mois d'avril. On était à peu près à près de 250 000 militants enregistrés. Et puis, on s'assure, quand ils sont enregistrés, que nous avons toutes les informations. Quand on prend le potentiel, en prenant le parti tel qu'il est organisé, avec les comités de base et les sections, nous devons être à peu près à 2,3 millions de militants, à peu près. Mais on va y arriver progressivement. Parce qu'il faut qu'on aille les prendre, les enregistrer, vérifier les dossiers, prendre les pièces d'identité, nous assurer qu'ils ont une carte électorale. Donc il y a tout un processus qui est minutieux, qui est précis, qui fait que nous voulons arriver. Si maintenant nous voulons arriver à sortir des cartes normales manuelles, on aura atteint les 2,3 millions et les 3 millions rapidement. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire, nous voulons vraiment un système informatisé qui nous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires sur ces militants, pouvoir avoir la section, la carte d'identité, la carte de vote. La carte d'électeur. Carte d'électeur, voilà, la carte d'électeur, merci, vous avez la carte d'électeur, donc toutes les informations pour avoir toutes les informations sur le militant. Mais je suis bien intéressé de vous. D'accord. En fait, ce que j'aimerais dire, on est toujours dans le RHDP. Dernièrement, votre patron, M. Bakongo, a fait une conférence de presse où il n'a pas
véritablement condamner. Ah, Daouda, d'accord. Élisée voulait relancer sur le point. C'est un autre point, on va l'aborder. Non, je voulais rebondir sur le point, justement. Sur le point, justement. Voilà. À ce point-là. Moi, je suis bien intéressé de relance savoir là-dessus, on revient sur pourquoi le sujet. maintenant cette organisation, est-ce que c'est pas mimétisme? Parce que quand même, on sait qu'il y a des partis comme le PDCI et même le PPACI qui, depuis quelques mois, ont entamé ce processus et aujourd'hui sont en passe de nous présenter des fichiers. Est-ce que c'est par mimétisme ou bien ça rentre dans l'ordre normal des choses du RHG? Pourquoi maintenant cette organisation? L'organisation, un parti s'organise. Même en parlant du PDCI et du PPACI, on se voit sur le terrain. Moi, j'aimerais bien voir le nombre de militants enregistrés, sincèrement, en toute franchise. Mais quand vous dites mimétisme, vous comparez cette opération à qui? À l'opération du PPACI, ils sont venus sur le plateau ici, ils nous ont dit qu'ils avaient fait un recensement de leurs militants. Aujourd'hui, ils avaient un certain nombre. Ils ont Le donné le PDC nombre, aussi c'est pareil. 330 000. 330 000. Ils étaient autour de... Oui, 330 000 enregistrés. Si nous, on prend en termes de militants potentiels, on est à 2,3 millions. C'est pas en termes de nombre, c'est en termes de comparaison du processus. Voilà, d'engagement du Maintenant, processus. après, on est dans le processus où on va les enregistrer, ce qui fait qu'on va sur le terrain avec des tablettes informatiques, ainsi de suite, pour le faire. OK. Eux, ils n'ont pas fait ça. Donc, si on veut comparer leurs 330 000 par rapport à nos 3,3 millions, je pense qu'il n'y a pas photo. En concernant le PDCI, pareil aussi, j'aimerais bien voir le processus qu'ils utilisent. Il n'est pas le même que le nôtre, en tout cas. Très bien. Ok, pour revenir dernièrement, on a vu M. Paul Awassa qui s'est rendu chez Marie-Odette Lohunion parce qu'elle aurait traité les 49 soldats de mercenaires, elle a tenu des propos. Oui. Mais des individus se réclamant du RAGP D'accord. sont allés chez Marie-Odette Lohunion. Bon, question a été posée à M. Bakongo. Oui. Il n'y a pas répondu, il n'a pas condamné l'acte. Est-ce que vous, en tant que directeur de cabinet de M. Bakongo et membre du RAGP, est-ce que ce genre d'acte-là, des politiques comme vous ne doivent pas condamner cela? Non, je ne condamne pas. Pourquoi? Je ne condamne pas Awassa, qui est un jeune homme que je connais, mais ce n'est pas parce que je le connais. Il s'est senti outré par des propos. Je condamne par contre les propos de Mme Lohunion. Parce que je pense que quelque part, il ne faut pas provoquer. Mais ce que vous Après, dites, c'est chacun grave, peut monsieur le après, ministre. Après, chacun peut réagir à sa manière, mais je pense surtout que je ne vois pas, elle, en tant que responsable politique, au niveau qu'elle a eu, je pense que ce sont des propos qu'elle ne doit pas tenir. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanismes? on est Est-ce que- d'accord, S'il vous plaît, mais- s'il vous plaît, j'ai compris vos réactions. Est-ce que, je sais que vous êtes d'accord, mais au regard de la gravité des propos que vous jugez donc graves de la part de Mme Odette Lohunion, est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir condamner plutôt que de se rendre au domicile de Déjà quelqu'un? entendre. Non, mais au lieu de- quand vous dites ça, vous parlez d'Awassa, John Awassa, vous oubliez que les secrétaires nationaux jeunes, notamment Philippe Kragbé et Abdou Gaïa Sissé, ont fait une conférence de presse à la rue Le Pic, au siège du RHDP. Donc ça, ce sont les instances Oui, mais du ça, parti. ils ont fait dans les règles de l'art. Ils ont fait une conférence de presse en bonne et due forme, c'est ce qu'on dit. Donc, pour vous dire, mais ça, ce sont les instances du parti. Donc, ils sont membres du secrétaire exécutif. Ils ont fait une conférence de presse des membres du parti. Maintenant, après, il y a d'autres personnes qui sont peut-être sympathisantes du parti, mais qui ne sont pas membres des instances. Après, s'ils se sont sentis outrés, ils ont agi. Bon, je pense que surtout, si on ne jette pas d'huile sur le feu, je pense que les politiques devraient faire en sorte d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. Non, Voilà, ça- c'est déjà ça qui est important. Oui, les propos d'Odette Lohunion sont condamnables, mais le fait que des individus viennent devant son domicile et qu'ils, eux aussi, quand même, profèrent Jadot, vous avez vu- des propos quand même assez graves et qu'ils ne soient pas quand même Qu'est-ce qu'ils ont inquiétés. dit? J'ai pas suivi. Non, quand je parle de propos graves, le fait déjà, d'une certaine manière, de la menacer. Il y a même eu des Mais menaces. vous êtes devant son domicile, Mais qui on inquiète- est d'accord. Mais qui doit être inquiété par qui? Doit inquiéter qui? Non, je veux dire, le fait de venir devant le domicile de quelqu'un. Elle s'est plainte, Mme Lohunion? Non, Non, elle s'est plainte, c'est pas plein. Elle s'est plainte. Elle s'est plainte, mais Elle s'est veut plainte, donc elle a... Mais, monsieur Adam, moi, je suis Imaginez si vous surpris étiez par dans le votre même cas. S'il vous réaction. plaît, parlez pas tous Oui. ensemble. Je suis surpris par votre réaction parce que Mais madame- on se rappelle encore que dans les années 2010, nous avons condamné les mêmes jeunes patriotes qui partaient devant les maisons des cadres du RDR, en son temps RHDP. Oui. On a condamné, mais pourquoi aujourd'hui, vous, en tant qu'homme politique, vous n'êtes pas capable de condamner cela Non, aujourd'hui? je dirais juste que... D'abord, ils sont partis sans violence. De ce que j'ai compris, il n'y a pas eu de violence. Bon, Moi, j'ai pas suivi. après, Il y a eu des propos violents. Il y a eu des propos violents. Oui. Bon, donc, Très menaçants même. Bon, je pense qu'il ne faut pas réduire le débat politique à ça. Donc moi, je parle du parti du RHDP. Je ne peux pas parler, quand on parle de la FECI, c'est des gens qui étaient instrumentalisés par le parti au pouvoir. Nous n'instrumentalisons personne. Donc peut-être instrumentalisés, ils ont décidé, c'est peut-être malheureux ce qu'ils ont fait. Bon, moi je n'aurais pas. La preuve, nous, au niveau secrétaire exécutif, ceux qui ont pris la parole, ils l'ont fait à la maison du parti, devant les journalistes. Ça, on avait organisé ensemble. Bon, voilà. Donc je pense que moi, je m'arrêterais plutôt sur ça, plutôt que sur d'autres personnes qui ont pensé peut-être de qu'on réagir aurait aimé que autrement. vous désolidariser de ces jeunes, en fait. Je ne suis pas De solidaire leur d'eux. Mais je suis pas de leur solidaire d'eux. comportement. Je suis pas solidaire Non, d'eux. mais ils se sont prévalus du Non, ils peuvent se du prévaloir. RHDP. Je ne suis pas Oui. solidaire de leur acte. La preuve, je n'y étais pas. Mhm. Par contre, quand Philippe Kragbé et, comment dirais-je,
et Abdou Kader Sissoco a agi, là j'y étais. Voilà, donc je me suis dit de ce que j'y étais. Ça, voilà ce que le RHDP a fait. Après, ces partisans, ils ont été sentis outrés, ils ont été sentis insultés. Bon, ils ont réagi à leur manière. Je n'aurais pas réagi de cette manière-là, mais bon. Monsieur le directeur du cabinet, il y a à peine 5 minutes, tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'effectivement, sur le régime Ouattara, la Côte d'Ivoire était beaucoup plus démocratique que les régimes précédents. Oui. Mais moi, je pense que, pour être honnête avec vous, sans vouloir vraiment donner de leçons, je pense que cet acte-là, quand même, c'est un acte qui vient, d'une manière ou d'une autre, remettre en cause, pas remettre tout le processus en cause, mais montrer qu'il y a des efforts à faire à un certain niveau. Ben, on va passer dessus. Mais là où je voulais en fait aussi vous interroger, vous avez dit tout à l'heure que les propos de Odette Lourion, vous l'avez condamné. Mais j'ai vu nulle part une plainte qui a été portée par le RHDP. Pourquoi vous n'avez pas porté de plainte? Elle a traité les militaires de mercenaires. On n'a pas vu de plainte du RHDP. Alors que nous-mêmes qui sommes des citoyens, de simples citoyens nationaux, on a jugé ces propos-là très graves, qui pour nous-mêmes méritaient qu'elles soient... Vous avez dû porter plainte. Si vous étiez sorti outré, pourquoi vous voulez ramener ça sur moi, sur non, nous? Donc, à la rigueur, de parti à parti, chacun peut réagir. Nous, je vous ai juste demandé, je vous ai dit que le RHDP a jugé que ces propos étaient des propos très graves. Pourquoi il n'y a pas eu de plainte? On a réagi de manière politique avec nos secrétaires nationaux jeunes, ceux qui disaient de prendre la parole, ils l'ont fait. À la du parti, du République, on a assumé cet acte-là. C'était largement suffisant pour vous, en fait? Pour l'instant, c'est suffisant. Après, on peut réfléchir à d'autres choses. Okay. Après ça, chacun a pu réagir d'autres manières. Mais si vous me sentez outré, je pense que vous pouvez porter plainte contre elle. Et non, personne ne vous empêche de le faire. Moi, vous pouvez le faire pour nous. J'introduis le directeur du cabinet. J'introduis le directeur du cabinet du après, voilà, donc, moi, je l'ai juste condamné sur le plateau. J'ai trouvé que c'était pas bien. Et je sais de continuer de condamner. Mais autant vous avez condamné ses propos, vous avez également condamné les propos de les attitudes de Paul Ouattara groupe, effectivement. Maintenant, moi, j'aimerais juste revenir sur un autre fait. Bientôt, c'est les élections locales qui... Je sens que c'est les élections locales, on parle de septembre et autres. Comment le RHDP se prépare aujourd'hui? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore la liste totale. On a quelques soubresauts de noms dans certaines villes. Comment est-ce que vous préparez ça? Pour englober cette question, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, comment le RHDP se prépare? Mobilisation des militants, alliance éventuelle, on va faire un package? D'accord. Bon, déjà, en ce qui concerne la préparation, nous avons lancé un processus de sélection des candidats qui est en cours. Je pense que c'est rarement été fait aussitôt. Donc, pour l'instant, la liste n'est pas encore sortie, mais ce sera fait bientôt. Maintenant, après, puisque vous aimez bien les comparaisons, et puis dire les autres font si vous n'avez pas fait ça, je ne pense pas que vous connaissez les candidats des autres partis. Donc, voilà, donc pour l'instant, nous sommes pratiquement prêts. Et je pense que d'ici peu, on pourra sortir la liste définitive de nos candidats. Mais après les alliances éventuelles, bon, pour l'instant, en tant que parti, nous sommes prêts à partir des élections. Et on est d'accord que nous voulons... Nous sommes un rassemblement. Le RHDP, c'est la première lettre de notre parti. Donc nous sommes prêts à nous allier avec toutes les forces politiques de progrès qui ont la démocratie, qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, qui pensent au développement de notre pays, qui sont prêtes à faire des alliances. Donc on discute avec certaines forces et puis on verra bien. Est-ce qu'on peut avoir des noms précis de certains partis? Est-ce qu'on peut avoir des noms? Tant qu'il n'y a pas d'accord signé, mieux vaut attendre. Ok. Mieux vaut attendre. Donc les personnes autorisées le diront. Okay. Maintenant, est-ce que vous pensez que vous pouvez aujourd'hui battre, vous avez des forces pour battre l'opposition quand on sait que cette opposition-là, notamment le PDCI, le PPACI, certains partis sont en train de s'allier pour aller contre le RHDP? En 2021, c'était déjà lié. En 2021, ils ont sorti des candidatures communes. C'était le cas. Nous avons gagné. Mais on a aussi vu le contexte. Oui. Quel que soit le contexte, on a gagné en 2021 avec une alliance PPACI qui n'existait pas en tant que de PPACI et un PDCI. Aujourd'hui, nous, notre objectif, on sait qu'à ces élections, si on est bien organisé, on n'a aucun mal pour faire mieux qu'en 2018. On est rassuré, quelle que soit l'alliance. Maintenant, aujourd'hui, au niveau du RHDP même, que comptez-vous faire pour lutter contre les candidatures indépendantes qui souvent parasitent vos élections au niveau local? L'objectif, c'est de ne pas avoir d'indépendants. C'est l'objectif. Donc, c'est bien pour ça qu'on a lancé un processus consensuel, inclusif, pour sortir la liste des candidats. Mais malgré ce processus, ça n'a pas empêché que dans les années précédentes, il y ait des indépendants. Non, oui, mais vous parlez du passé. Moi, je parle du futur. Je vais parler de 2013-2021. Donc, laissez-nous sortir. C'est l'objectif. Maintenant, après, c'est dur de canaliser tout le monde. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte que dans nos rangs, nous ayons le moins d'indépendants possible. Mais si vous êtes indépendant, c'est vrai que c'est un parti qui touche le PDCI,
mais qui touche enfin, le PDCI aussi, c'est un homme plein. Mais là, on parle du RHDP. Oui, donc il faut faire comprendre qu'on n'est pas les seuls. Parce que au niveau du RHDP, il n'y a aucune possibilité. On fera tout pour en avoir le moins possible. Merci, monsieur Adam Roger. Hein, vous êtes, je rappelle, directeur de cabinet du secrétariat exécutif du RHDP. J'ai un petit cadeau pour vous. Il y a monsieur de Perpignan qui va passer. Et tous les lundis, il nous fait l'honneur d'une petite minute de passage. Monsieur de Perpignan, bonsoir, comment allez-vous? Ben ça va, ça va. Bon, il y avait les J'ai partis entendu qui étaient- PDCI. Non, non, pas pour le PDCI, oui. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Ah bon? Parce qu'en 2025, on revient. Ah bon? Ah, vous Oui. êtes du PDCI, vous? Oui, je suis PDCI. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous êtes baoulé? Oui, simplement, je suis baoulé. Je suis catholique. Je suis à sec. Ben voilà. Et donc, c'est la condition pour être PDCI? Voilà, j'ai l'éléphant chez moi. Bon, voilà, donc je suis Il PDCI. n'y a pas bélier, il y a l'éléphant seulement. Non, bélier, ça c'est au fouet. On n'est pas au fouettis. On est bélier ici. Bon, bref, c'est un que. Ben, nous, on revient au pouvoir en 2025 et les permis à pointe. Encore. Encore. Il faut qu'on revienne dessus. Il y a 80 permis qui ont été retirés. Et, monsieur le ministre, il y a 80 personnes qui sont retournées à la maison. Bon, c'est des jeunes ou bien ce n'est pas des jeunes? Bon, bref, ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est que il faut arrêter quand on parle d'abaisser sa tête. C'est pas bien. J'ai vu Bolubeu, j'ai vu... parce que quand tu abaisses ta tête, tes pensées, ça peut te sortir par les narines, comme la nourriture. Très bien. Ça se passe, parce qu'il y a des gens qui sont intellectuels, mais quand ils parlent comme ça, ça sort. Ah, vous êtes coach aujourd'hui en Voilà, prise de je suis parole. coach en parole, et donc il faut éviter. Et comme on est dans la semaine sainte, mon bricot, il faut être sain. Très bien. Alors, c'est-à-dire qu'il faut avoir la main molle, la main douce, la main donnante. Ah, d'accord. Commencez par. Commençons par... Et quand il fait, tout le monde copie. Voilà. J'ai pas de poche. Voilà. Parce que l'année, le mois de la jeunesse, l'année même. c'est l'année de la jeunesse. Hein? Monsieur le maire, Non, monsieur le ministre. monsieur le ministre. Ouh, moi, on dirait que je ne cherche pas de travail. Monsieur le ministre. Bon, je m'en vais parce que le Christ, toi, la dernière fois, tu es venu, ils t'ont tué. On dit encore, il est venu encore. Dimanche, on balise Jérusalem. Et encore, il a tué Jésus. Oh, monsieur le ministre. Moi, Dieu. Merci beaucoup. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur Côte d'Ivoire. À demain.